avec la Maison des lanceurs d'alerte. Nous accueillons M. Jean-Philippe Foglet, que nous connaissons bien, pour avoir travaillé avec nous depuis longtemps maintenant. Vous êtes responsable du plaidoyer, et Mme Juliette Alibert, qui est avocate. Merci d'abord de votre présence. On a une tradition qu'on a mis en place, c'est de faire une petite déclaration orale d'intérêt et de nous faire part des liens d'intérêt qui serait important qu'on ait à notre connaissance en début d'intervention. Alors évidemment, la Maison des lanceurs d'alerte a un rôle important, fondé, je le disais, par 17 organisations, avec évidemment un rôle important dans cet écosystème et dans cette nouvelle dynamique sur les lanceurs d'alerte. Donc merci de votre présence. Je vous propose peut-être de commencer, de vous donner directement la parole et de pouvoir vous écouter sur les préconisations d'évolution que vous pouvez avoir sur le texte que nous avons proposé. Alors, merci beaucoup, monsieur le rapporteur, de nous inviter. Donc, pour nous, cette loi, on attendait depuis longtemps, parce que ça fait depuis longtemps qu'on travaille là-dessus. Pour dire les choses très clairement, on trouve que cette loi est très bien. Donc, on va défendre cette loi dans les prochains mois, à la fois publiquement, notamment en vue de l'échéance de la discussion au Sénat. On va y revenir un peu, on va égrener chaque article pour dire ce qui nous semble au grand avancée qu'on défendra, tout en soulignant aussi un certain nombre de ce qui peut paraître, je ne viens pas comme du manque, en tout cas, il y a un certain nombre de marginalisations qu'on va identifier, donc je souhaiterais parler. Voilà. Donc cette loi est importante, évidemment, parce que la loi Sapin II a marqué un point de départ dans la protection des lanceurs d'alerte, comme l'a d'ailleurs souligné le rapport Pouvin. Néanmoins, ce qu'on constate, je vais en parler notamment avec un c'est que cette loi, malheureusement, n'est toujours pas suffisante. Un grand nombre de lanceurs d'alerte qu'on défend obtiennent une protection, soit n'obtiennent pas de protection parce qu'ils ne remplissent pas les critères, soit obtiennent une protection, mais arrive trop tard, on y reviendra. Donc, pour nous, cette loi, c'est le deuxième échelon de l'accusé. On attendra le troisième d'ici quelques années. En tout cas, on est très content, encore une fois, que M. Lazarman ait fait le choix qu'on défendait qu'il y a une surtransposition, qui est aussi le choix de la CNCDH, des défenseurs des droits. Donc, on soutient tout à fait politiquement cette option. Pour revenir un peu plus sur le fond de la loi, pour commencer sur l'article 1 de cette loi, nous, on a toujours porté cette idée que la loi Sapin II, son principal apport, c'était sa définition très accueillante du lanceur d'alerte. On est à notre connaissance le seul pays au monde qui protège toute personne physique, donc une définition qui ne se limite pas au cadre du travail. On avait cette crainte que la directive qui se limite au champ du travail nous conduise à sortir, justement, à supprimer cette définition très large du lanceur d'alerte. Donc, nous, on reste vigilants là-dessus. On veut vraiment que l'Assemblée et le Sénat continuent à maintenir cette définition très accueillante du lanceur d'alerte. On accueille aussi très favorablement la suppression de ce qui figure dans la loi Sapin II, qui était la référence au fait que le lanceur d'alerte doit agir dans l'intérêt public. Donc, pas qu'on pense que le lanceur d'alerte doit agir dans l'intérêt privé, mais simplement parce qu'on a constaté empiriquement que cette notion-là, qui est très floue, posait problème, posait pas devant les juridictions. On avait des employeurs qui devant des conseillers des prud'hommes, invoquaient était faite à des lanceurs d'alerte qui demandaient le maximum des barèmes des ordonnances Macron, et l'avocat de la partie adverse se saisissait pour montrer que le lanceur d'alerte n'était pas désintéressé financièrement, parce qu'il demandait le maximum. Donc pour nous, la solution actuelle est très satisfaisante. On parlait d'absence de contrepartie financière directe, c'est très clair. Ça veut dire que le lanceur d'alerte peut par ailleurs, effectivement, que le lanceur d'alerte peut par ailleurs avoir des griefs contre son employeur, ça arrive, c'est le quotidien du monde du travail. Mais en même temps, cette formulation, elle permet aussi de couper court à tout le débat sur la rémunération des lanceurs d'alerte à laquelle nous, on est opposé. En tout cas, on est opposé dans le sens où on ne veut pas du système des chasseurs de primes américaines. Donc pour nous, on accueille vraiment très favorablement cette suppression. Sur la question des secrets, alors évidemment, on ne va pas toucher la loi Sapin II exclut déjà un certain nombre de secrets du champ d'alerte, dont le secret de la défense nationale, le secret médical et le secret de la relation entre l'avocat et son client. On ne va pas se positionner là-dessus, parce que c'est une problématique extrêmement complexe. On voulait simplement souligner que nous, on souhaiterait, dans l'idéal, que les deux secrets ajoutés, donc le secret d'enquête et les secrets ajoutés de la directive,
On souhaiterait, nous, qu'il soit supprimé pour deux raisons. La première, c'est que la directive contient une clause de non-régression. Donc, on considère que finalement, d'une certaine manière, là, on exclut de nouvelles personnes du régime de l'alerte. Donc, finalement, il y a une forme de régression dans le champ d'application. Mais aussi tout simplement parce qu'en réalité, je pense qu'il faut bien garder à l'esprit que exclure du régime de l'alerte ces secrets-là, ça ne veut pas dire supprimer la possibilité pour des organismes de poursuivre les personnes qui romperaient le secret d'instruction par ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a déjà un arsenal pénal qui permet de lutter contre les attaques au secret d'instruction qui est très conséquent, qui est largement suffisant. On a trouvé un équilibre en la matière. Donc finalement, exclure ces secrets du régime d'alerte, ça implique simplement que les lanceurs d'alerte ne seront plus protégés. Or, si évidemment, bien sûr, il faudrait penser à un régime dérogatoire. On ne peut évidemment pas envisager que des lanceurs d'alerte puissent aller dans les médias ou sur les réseaux sociaux divulguer des éléments couverts par le secret de l'instruction, qui est un secret très important, qui protège le droit des parties à un procès équitable. Simplement, si on prend deux exemples de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, on voit qu'il y a aussi parfois des dysfonctionnements au sein d'institutions judiciaires qui doivent être signalés en interne ou auprès d'autorités. On peut quand même rappeler à cet égard que le premier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui protège les lanceurs d'alerte et qui ensuite connaîtra de nombreux petits, entre guillemets, c'est l'arrêt Goudja. Et M. Goudja était un fonctionnaire du parquet de Moldavie. C'est également le cas de l'arrêt Koudechina, Mme Koudechina était aussi une fonctionnaire du ministère de la Justice en Ukraine. Donc, c'est des personnes qui ont fini par lancer l'alerte auprès du public parce qu'il y avait de très graves dysfonctionnements. On est dans des pays, en transition de l'ère post-soviétique, donc la comparaison n'est pas tout à fait pertinente. En revanche, on peut tout à fait imaginer que demain, il y a un dysfonctionnement au sein d'une institution, au sein d'un parquet. D'ailleurs, on en a vu récemment. Et dans ce cas-là, un fonctionnaire des services de la justice devrait tout à fait pouvoir, en toute confiance, dire à son supérieur que, par exemple, il y a un conflit d'intérêts, ou un lanceur d'alerte qui travaillerait au ministère de la Justice devrait se sentir aussi tout à fait libre d'aller voir l'inspection générale des services de la justice pour signaler ce qui paraît comme étant une irrégularité. Ce que font beaucoup de fonctionnaires, mais simplement exclure ces personnes-là aujourd'hui du régime de protection des lanceurs d'alerte, ça n'apporte pas grand-chose en termes. On ne renforce pas l'arsenal pénal, donc on ne renforce pas la protection de ces secrets-là. Par contre, on empêche les personnes qui pourraient bénéficier de cette protection aujourd'hui de l'avoir dans le futur. Donc, c'est pour cette raison que nous, on souhaiterait dans l'idéal que cet article, ces deux secrets soient supprimés. Sur l'article 2, pour reparler un peu de ce qui se fait dans cette loi, le facilitateur est une personne morale comme physique, c'est très important pour nous. À ma connaissance, c'est une première en Europe, parce que vous savez que la directive ne protège que les facilitateurs personnes physiques. Donc demain, les associations, des syndicats, mais aussi des entreprises de conseil pourraient bénéficier du statut facilitateur. Ça, c'est très satisfaisant. Nous, on souhaiterait simplement, dans l'idéal, c'est une revendication qu'on a portée depuis longtemps, que les personnes morales facilitatrices puissent aussi relayer les alertes. Évidemment, alors toujours dans l'idée qui essaie de cette proposition de loi de protéger un individu vulnérable, souvent la meilleure protection d'un lanceur d'alerte, ça va être de saisir une association ou un journaliste, mais en tout cas, si on parle des associations ou des syndicats, c'est souvent en réalité des syndicats qui lancent l'alerte à la place des lanceurs d'alerte qui leur permettent de garder l'anonymat. On l'a vu à plusieurs reprises, on l'a vu notamment, on voit notamment par exemple dans le cadre des Pandora Papers. En résumé, toutes les études montrent que les lanceurs d'alerte sont plus souvent enclins à lancer l'alerte parce qu'ils ont la garantie de l'anonymat. L'anonymat n'est pas toujours satisfaisant parce que l'anonymat, par définition, ne peut pas suivre une alerte parce qu'on ne sait pas d'où elle vient. Donc, nous, on privilégierait en réalité la solution qui consisterait à permettre aux lanceurs d'alerte de voir son identité gardée confidentielle. Ça veut dire que seule l'association, typiquement, par exemple, la maison des lanceurs d'alerte, même si on ne fait pas forcément pour notre paroisse, connaît l'identité du lanceur d'alerte. Elle diffuse l'alerte à sa place, elle transmet des éléments aux autorités, aux procureurs, à l'agence anticorruption. Voilà, c'est ce qu'on fait au quotidien. Et le lanceur d'alerte peut rester anonyme tout en pouvant répondre par le biais de l'association qui traite son dossier aux demandes des autorités. Donc finalement, tout le monde est gagnant, les autorités sont gagnantes parce qu'elles ont accès aux informations qui sont utiles pour traiter l'alerte.
Le lanceur d'alerte est gagnant parce que son identité est maintenue confidentielle. Si tout se passe bien, il n'y aura pas de représailles puisqu'il sera anonyme. Simplement, on considère que notre analyse du droit actuel nous laisse à croire que beaucoup d'incriminations qui existent dans le code pénal peuvent être utilisées contre le lanceur d'alerte, principalement notamment l'incrimination de vol ou de recel de secret des affaires. Ça ne pose pas particulièrement de problème à nous, honnêtement, dans la rédaction du texte actuel. Nous, on arrive à se défendre avec les unités pénales sur lesquelles on reviendra. Enfin, on a aussi des ressources, on a des avocats qui peuvent mobiliser, donc ce n'est pas le problème. Notre principale inquiétude, c'est que ce type de procédures bâillons, comme celles qui sont intentées par exemple contre la plateforme des lanceurs d'alerte en Afrique, puissent conduire le juge à envoyer des mesures d'instruction qui pourraient identifier un lanceur d'alerte. C'est pour ça que nous, on souhaite une protection, dans l'idéal, quelque chose qui se rapprocherait d'une protection des sources des facilitateurs. Alors, évidemment, il faut trouver encore la bonne solution. Comme l'a souligné sur à plusieurs reprises, les journalistes sont soumis à un code de déontologie, ce qui n'est pas notre cas. Donc, on pourrait tout à fait envisager des systèmes d'habilitation, on peut tout à fait réfléchir à cette question-là. Mais pour nous, cette question-là est importante dans la mesure où il nous semble que pour que le système soit vraiment pleinement cohérent, il faudrait que les facilitateurs puissent faire en sorte de garantir un réel anonymat aux personnes qui le contactent, y compris des personnes qui parfois pourraient violer la loi. Ça peut arriver que les lanceurs d'alerte parfois violent la loi. Le lanceur d'alerte parfois est en avance sur son temps, comme on voit notamment avec l'affaire de Mme Haugen. Donc, il faut aussi permettre que les lanceurs d'alerte qui parfois violent la loi ne soient pas l'objet de mesures d'instruction qui nous obligent, nous, les associations, à révéler leur identité devant un juge. Voilà pour l'article 2. Je vais laisser la parole à Juliette qui va continuer cette présentation. Merci. Donc, moi, je vais poursuivre sur l'article 3, qui traite effectivement de la procédure de signalement. Si vous demandez simplement de déclaration d'intérêt en quelques mots, ce que vous faites. Ah oui, effectivement, moi, je suis avocate et je défends la maison de lanceur d'alerte contre l'intervention de cette organisation, notamment. Voilà, oui, donc sur l'article 3, procédure de signalement, effectivement, c'est une reprise des avancées de la directive qui est bien plus favorable aux lanceurs d'alerte et nous, on a pu vraiment le constater dans le cadre de l'accompagnement des lanceurs d'alerte au sein de la maison de lanceurs d'alerte, c'est-à-dire que le fait qu'il y avait cette procédure à pallier en interne auprès des autorités, puis enfin au public, ça pouvait nuire effectivement au bon traitement de l'alerte et entraîner des délais considérables avant que effectivement l'alerte soit traitée avec des procédures de représailles importantes. Donc, effectivement, il y a cette reprise d'avancée de la directive avec des paliers alternatifs, palier 1, palier 2. Avec, par exemple, on souligne l'intérêt de cette reprise dans le cadre de l'article 3. Simplement, juste un petit questionnement qu'on a pu avoir. Effectivement, il est différencié la procédure, d'ailleurs, on est sur une entreprise de moins de 50 salariés, une commune de moins de 10 000 habitants, où effectivement, on rappelle que l'alerte peut être faite directement auprès du supérieur hiérarchique direct ou indirect du référent déontologue ou du référent qui a été nommé. Et quand on est sur une procédure pour une entreprise de plus de 50 salariés, une administration d'État, je ne liste pas l'ensemble des personnes morales qui peuvent être concernées. Il y a cette procédure interne avec effectivement les conditions d'indépendance du canal et les délais d'auto-information qui nous semblent des avancées très importantes. Simplement, juste au sein de cette mention, au sein de cette disposition, il n'est pas précisé que alternativement, on peut faire appel à une autorité extérieure, c'est-à-dire que ça intervient seulement après. Mais de façon plus globale, à l'issue, vers la fin de l'article 3.13 notamment, où là on rappelle qu'effectivement les personnes mentionnées au 1 de l'article 6, au point 11, les personnes mentionnées au 1 de l'article 6 peuvent effectivement s'en référer à une autorité extérieure. Donc ça pourrait juste et simplement, d'un point de vue pédagogique, laisser entendre à certains lanceurs d'alerte qui ne sont pas juristes, par exemple, qu'il existe que la procédure interne et qu'ils se verraient potentiellement pas protégés s'ils s'en référaient directement à l'alerte auprès des autorités. Donc ça, c'est simplement une petite précision à apporter, mais j'imagine que, évidemment, elle est intégrée dans le sens de cette proposition de loi que vous portez. Une deuxième petite précision sur laquelle on voudrait insister, effectivement, aujourd'hui, sur cette procédure pour les entreprises de plus de 50 salariés, et, la liste de toutes ces personnes morales concernées,
ça pourrait donner lieu à ce que la procédure de recueil de traitement des alertes se fasse au niveau du groupe et non au niveau des entreprises, ce qui pourrait du coup nuire à effectivement la capacité à ce que les procédures soient réellement adaptées sur le terrain, au local, et donc nuire à la fois leur protection mais aussi au traitement effectif de l'alerte. Et on pense évidemment qu'il faut inciter sur ce point, d'autant que c'était une exigence lorsqu'il y a eu la directive de la Commission européenne. Et donc, on pense essentiel peut-être d'insister sur ce point. Autre point sur lequel on accueille très favorablement cette proposition de loi, c'est effectivement le fait qu'il y ait une consultation préalable des organisations syndicales. Peut-être qu'on pourrait aller à un niveau plus important, en ce qu'il pourrait y avoir une phase de négociation qui pourrait aussi permettre de diffuser cette culture de l'alerte au sein des entreprises, et donc que tout l'ensemble des parties prenantes réalisent les méthodologies et la procédure la plus adéquate pour effectivement que les alertes soient traitées. Une autre petite précision qu'on aimerait ajouter à cet article-là, c'est qu'effectivement, lorsque cette idée d'une liste exhaustive, ou en tout cas une liste par décret des autorités externes, est importante parce qu'elle permet aux lanceurs d'alerte, et ça on l'a pu voir dans la pratique, de comprendre dans le méandre des administrations existantes, et le fait que lui n'est pas forcément la personne la mieux à même de comprendre qui elle peut saisir, de pouvoir se référer à cette liste, d'autant qu'aujourd'hui le défenseur des droits peut l'aiguiller, l'orienter et renvoyer directement l'alerte auprès de l'autorité compétente. Donc ça, c'était des choses excellentes. Simplement, cette liste limitative par décret, fixée par décret, nous semble pouvoir être aussi un frein. Pourquoi ? Parce que il est possible que les acteurs réglementaires n'interviennent pas à temps, qu'il y ait des changements récurrents, et en ce sens qu'elles ne soient pas forcément actualisées. Et à notre sens, il faudrait qu'elles restent ouvertes. C'est-à-dire qu'elles ne fixent pas limitativement, exhaustivement dans ces termes, l'ensemble des autorités susceptibles de recueillir les signalements. Ou du moins en tout cas que le défenseur des droits puisse avoir cette marge de manœuvre pour envoyer des autorités qui ne sont pas présentes au sein des acteurs réglementaires. Ça, c'est des précisions sur cette procédure. Une autre petite précision ou nuance, ou en tout cas un questionnement qu'on a pu avoir, c'est dans le cadre du point 13 justement de l'article 3, donc c'est le 3, troisièmement, les personnes mentionnées au 1 de l'article 6 peuvent divulguer publiquement les informations. Donc là, vous avez prévu effectivement 3 conditions qui sont le danger imminent ou manifeste, les circonstances spécifiques, par exemple la capacité à ce qu'il y ait des preuves qui soient détruites, des mesures de représailles, des conflits d'intérêts de l'autorité. Donc ça, c'est vraiment une disposition qu'on trouve essentielle et très importante. Simplement, juste sur la troisième possibilité, la troisième option pour qu'il y ait une alerte qui soit publicisée, qui est le défaut de traitement par l'autorité dans les 3 mois ou dans les 6 mois, ça peut laisser sous-entendre que du coup, le lanceur d'alerte qui aurait simplement signalé en interne, c'est-à-dire auprès de l'entreprise, qui n'aurait pas saisi une autorité, ne puisse pas directement aller auprès du public, sauf à intégrer du coup la condition de danger imminent manifeste. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça, à notre sens, ça pourrait contrevenir quelque peu à la directive qui, elle, a vraiment fixé, enfin, pas contrevenir, mais en tout cas, poser des questionnements. Excusez-moi, je regarde le texte, mais on ne fait pas référence aussi au Canada, petit 1, premier tirage. Non, c'est vraiment, c'est petit 1, avec le traitement de signalement par une des autorités, des entités mentionnées au 2 du présent article. Et le 2 du présent article renvoie vraiment à la liste des autorités externes. Eh bien, du coup, il n'y a pas de signalement interne. Est-ce qu'on a appelé ça la directive en plus? C'est ça. Soit si on a saisi directement, soit si on a fait les deux saisines, interne et externe, ou oui, c'est interne et externe. C'est que là, on ne traite pas le cas particulier où l'autorité interne aurait traité le problème. On n'interdit pas la publication publique. C'est ça, c'est que du coup, ça pourrait amoindrir cette option alternative entre soit passer par le palier 1, soit par le palier 2, puis ensuite passer par le palier 3 directement.
Du coup, ça voudrait dire que finalement, quelqu'un qui a saisi en interne pourrait publiciser qu'une fois qu'il a soit passé le PV2, l'autorité extérieure, soit qu'il les relève dans le cas, par exemple, danger imminent de manifeste. Et du coup, ça limiterait potentiellement à sa faculté de recevoir une protection s'il passait du palier 1 au palier 3. Donc peut-être intégrer ce point, enfin, ça nous semble important. Parce que, à notre sens, la directive permet vraiment alternativement palier 1, palier 2, puis palier 3. Enfin, c'est simplement pour un point, peut-être à ce moment. Et puis après, je vais laisser la parole à mon collègue. Donc, sur l'article 4, pour passer à cet article-là, évidemment, il nous semble une avancée importante sur la stricte confidentialité de l'identité. Enfin, on a eu des cas très concrets récemment de personnes dont l'identité a été divulguée. C'est vraiment une vraie problématique en interne et ça cause des problématiques réelles et importantes en termes de représailles. Voilà, donc je pense que c'est essentiel d'insister là-dessus. On vous remercie. Et puis la conservation des données dans le temps, effectivement, c'est un élément important qu'on appuie effectivement. Ce qui nous intéresse aussi, évidemment, c'est les mesures de protection. Donc, on va regarder l'article 5, il est très concret. Il n'y a rien à signaler de ce point de vue-là, il est très bien réactif. On a vu aussi très favorablement les deux innovations qui sont notamment une immunité pénale qui est étendue aussi à ce qui constitue un délit pénal autonome, ce qui concerne l'obtention d'informations. Ça aussi, pour nous, c'est extrêmement important. Et le cas échéant, on continuera à le défendre publiquement si jamais ça peut être mis en danger. Pour rappel, Antoine Deltour, un des lanceurs d'alerte les plus importants qui a un peu permis de préparer la fraude fiscale et de lanceurs d'alerte à l'échelon européen, a été condamné justement par la Cour d'appel du Luxembourg. Avant d'être relaxé, il avait été condamné pour vol de documents. Parce qu'évidemment, avant de pouvoir lancer l'alerte, il faut récupérer les documents. Et malheureusement, la criminalisation de vol aujourd'hui, notamment en droit français, est très stricte. En gros, pour la faire courte, si vous ne prenez pas une capture d'écran de votre écran d'ordinateur, en dehors de ce cas-là, vous êtes dans une situation où vous pouvez être accusé de vol. Voilà. Donc, tout simplement, voilà, nous, on considère que c'est une grande avancée parce que c'est-à-dire que les lanceurs d'alerte ne seront plus poursuivis pour vol, complicité de vol, et donc ça tient beaucoup. Sur la question des procédures Bayon aussi, on avance, on voit que ça avance, notamment sur cette question, cette possibilité de renforcer les amendes et d'accorder des provisions aux lanceurs d'alerte. Nous, on reste tout de même attaché sur la question des procédures Bayon, à la possibilité, par ailleurs, il faudra aussi regarder dans quelle mesure, comment la rédiger pour qu'elle soit conforme à la Constitution, donc cette possibilité de faire rejeter les procédures manifestement abusives. Notamment, on propose de s'inspirer d'un exemple qui a été beaucoup cité dans les différents rapports, notamment le rapport de M. Mazot, dans les écrits juridiques, qui est l'article 52 du Code de procédure civile du Québec, qui est un système juridique finalement qui n'est pas si différent du nôtre. Et le Code de procédure civile canadien permet deux choses. Il permet déjà de traiter de manière prioritaire les demandes de classer comme abusives des procédures dites Bayon. Ça veut dire que le juge qui est saisi d'une procédure, c'est-à-dire que quand, mettons que Bolloré demain, par hasard, poursuive, je sais pas, par hasard, la maison des lanceurs d'alerte, sur des fondements tout à fait qui seraient manifestement qui ne tiendraient pas la route. Dans le cas du système actuel, on aurait une provision, notre lanceur d'alerte aurait une provision pour subvenir à ses frais de justice. Malgré tout, il continuerait quand même à devoir assurer sa défense pendant 1 an et demi, 2 ans, ce qui est très stressant. Il se trouve qu'on partage notre bureau avec une association qui est poursuivie par un milliardaire, par M. Dan Bertler, qui est un milliardaire israélien. Il s'agit de personnes qui sont bien formées, qui ont les nerfs solides, mais c'est quand même très usant. Je sais que le Sherpa aussi, qui a été auditionné il n'y a pas très longtemps, était très usé aussi par les poursuites de Bolloré. Donc on imagine qu'une personne qui est dans une situation de vulnérabilité va évidemment stresser énormément en continuant à être poursuivie, même si ses frais de justice sont pris en charge. Donc nous, on souhaiterait simplement que le juge puisse en référé, c'est-à-dire dans la même procédure, auditionner très rapidement les parties. Donc on resterait dans le cadre du procès équitable. Il ne s'agit évidemment pas d'empêcher
il ne s'agit évidemment pas d'entraver le droit au recours. Le lanceur d'alerte comme les entreprises ont toujours le droit d'exercer des recours. Simplement, le juge devrait se prononcer plus rapidement, mettons, je ne sais pas, dans un délai de 3 mois, examiner sur le fond si la demande est abusive. Ça, le juge sait a priori assez bien faire, et je pense assez abondante de la Cour de cassation sur la notion de recours abusif, donc le juge n'aura pas de souci à le faire. Donc nous, on voit pas on pense que ce serait une grande avancée d'avoir ça. On pense aussi, on est en train de faire travailler des professeurs de droit sur cette question-là. On ne voit pas non plus d'obstacle particulier. Il y aura un obstacle s'il y avait un renversement de la charge de la preuve, mais là, il n'y a pas de renversement de la charge de la preuve. Ce serait au lanceur d'alerte d'apporter quelques éléments pour démontrer qu'il remplit bien les conditions pour être lanceur d'alerte. Ensuite, c'est à l'entreprise de prouver le contraire. Mais dans tous les cas, il y a cette idée que le lanceur d'alerte doit prouver qu'il peut remplir les conditions dans un premier temps pour être lanceur d'alerte. Ensuite, c'est à l'entreprise de prouver le contraire. Mais c'est un système qui, de toute façon, existe déjà dans beaucoup de domaines et qui, à notre avis, en tout cas, nous, on ne voit pas d'obstacle sur le plan constitutionnel. Je pense qu'on va peut-être laisser aussi la place à vos remarques et questions, mais pour parler aussi de la question du secours financier, on se réjouit également que l'article 9 y fasse référence, mais là aussi on reste également attaché à un fonds de soutien financier pour 2 raisons. La première raison, c'est que tel que l'article est rédigé actuellement, on craint que les autorités, il n'y a qu'une obligation de moyens pour les autorités de les mettre en place. On ne sait pas si les décrets tomberont un jour. On sait que ça peut être aussi très compliqué pour les autorités de s'organiser entre elles. La solution actuelle, elle reposerait aussi, elle aurait l'inconvénient de reposer sur le budget de l'État, parce que ça veut dire que les autorités qui ont déjà un manque de moyens seraient obligées d'organiser un soutien financier, ce qui nous paraît complexe à mettre en œuvre. Donc, on reste attaché à l'idée de créer un fonds de soutien autonome qui serait alimenté par les amendes. Donc, dans lequel le défenseur des droits aurait un rôle dans l'administration. On a aussi beaucoup communiqué avec la secrétaire générale du défenseur des droits qui est toujours favorable à cette idée de pouvoir instruire des dossiers et certifier qu'une personne est bien lanceuse d'alerte ou non, à charge ensuite pour ce fonds de déterminer quel est le montant d'aide qui sera accordé aux lanceurs d'alerte. Voilà, on reste toujours attaché à cette proposition pour les raisons que je viens d'exposer, mais aussi pour des raisons finalement un peu plus de transparence dans la gouvernance de ce fonds-là. Parce qu'au moins, si on trace les premiers contours d'un fonds dans la loi, on sait que la société civile, mais aussi peut-être les magistrats, les personnalités qualifiées pourront participer à la gouvernance de ce fonds, qui pourront vérifier comment les fonds sont utilisés. Mais aussi que finalement, la nature va encore plus vite. Donc, si on crée d'ores et déjà un fonds, ça appellera forcément à ce que ce fonds soit abondé. Sachant que nous, on souhaite évidemment qu'il soit abondé par les amendes imposées aux entreprises. Et on peut aussi envisager que une partie de la CGIP soit consacrée à ce fonds-là. On peut envisager beaucoup de choses, mais on reste attaché au principe du fonds de soutien. Moi, je voulais juste compléter sur 2 points qui nous semblent très importants, qui sont des propositions qui, à ce jour, n'ont pas été proposées dans le cadre du texte que vous avez porté. Et ça, ça s'appuie vraiment sur du vécu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la maison des lanceurs d'alerte accompagne près de 250 personnes qui aujourd'hui ont reçu le statut, 500 dossiers. Donc, il y a une forme d'expertise et surtout vraiment une expérience de terrain de ce que c'est que l'accompagnement des lanceurs d'alerte dans la pluralité des situations qui sont très différentes, mais qui néanmoins ont quand même un point commun, c'est-à-dire qu'il nous semble essentiel qu'il y ait une protection a priori des lanceurs d'alerte, calquée notamment sur le modèle du salarié protégé. Parce que, évidemment, la difficulté est que les personnes qui se voient licenciées, c'est souvent le cas, en tout cas dans la pratique que l'association peut avoir, même si elle ne reflète pas l'ensemble des lanceurs d'alerte existants en France, mais il y a véritablement cette difficulté où la réintégration, ou en tout cas les dommages et intérêts, bref, une forme de protection et de reconnaissance du juge arrive trop tard, quand elles sont déjà fait l'objet de représailles importantes, de procédures abusives à des fins de les faire taire. Et donc, seule l'intervention d'un statut protecteur, calqué notamment sur le régime dont je vous ai parlé, permettrait effectivement de les protéger et qu'ils soient, comme on est vraiment sur un texte de protection des lanceurs d'alerte, c'est vraiment une mesure qui nous semble importante, qui vient aussi
qui est porté également par la voix des lanceurs d'alerte, accompagné par l'UNESCO lanceurs d'alerte, parce qu'il y a un groupe de parole d'expression dans lequel les échanges ils ont pu formuler des propositions. Et c'est vraiment une volonté de terrain qui est importante. Et donc, le message porté, c'est si vous voulez protéger les lanceurs d'alerte, il faut vraiment aller vers ce type de protection a priori, parce qu'à posteriori, c'est déjà trop tard. Voilà. Et puis, une autre mesure qu'on aimerait porter devant vous aujourd'hui, c'est, qui s'apparente un petit peu à celle dont je viens de parler, c'est aussi une forme de statut protecteur pour le référent alerte, le référent déontologue, en tout cas la personne qui est chargée de traiter le signalement et de mettre en œuvre les mesures adéquates, parce qu'il se trouve aussi que dans la pratique, pour avoir parlé avec ces référents, parfois ils ont l'impression, ils craignent des pressions et un certain nombre de représailles également, qui peuvent aussi limiter effectivement le fait que l'alerte soit véritablement traitée. Donc il faudrait aussi qu'il y ait ce type de statut protecteur, en tout cas des référents alertes, mais évidemment surtout des lanceurs d'alerte, parce que c'est les principaux concernés par les représailles. Voilà, il me semble que... Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ces retours qui sont extrêmement précis, extrêmement pertinents. Je vais peut-être revenir sur 2 ou 3 points. Bon, pour moi, vous avez le mérite de la cohérence, puisque il y a beaucoup de points que je retrouve qui ne sont pas une surprise. Bon, je pense que le modèle canadien ne tourne pas en droit français et le droit constitutionnel d'aller en justice fait que interrompre une procédure, c'est impossible constitutionnellement. En tout cas, ce serait nous exposer à un autre censure constitutionnelle parce que c'est un droit constitutionnel d'aller en justice et de défendre en justice. Et si on arrêtait une procédure sans la traiter au fond, en fait, au motif du fait qu'elle serait un surveillant, je pense que ça ne marchera pas en droit français. En revanche, la position qu'on a prise, c'est effectivement que, à bref délai, le juge statue sur la provision et qu'on fasse supporter à l'attaque ou la défense. Et puis, si vous êtes à la 2e procédure ou la 3e procédure, avec la décision du juge transfère ses coûts sur l'attaque, voilà, ça limitera forcément la 5e et la 6e, qui sont aussi les mêmes causes produisant les mêmes effets, relèveront aussi de la même logique. J'ai plusieurs points, il y a beaucoup de choses intéressantes de ce que vous avez dit. Il y a quand même sur les secrets, alors en réalité, pour avoir consulté plusieurs experts, pour nous, il n'y a pas du tout de régression en fait d'ajouter ces 2 secrets qui de toute façon s'imposaient. Le secret d'instruction, le secret de la délibération. Il s'imposait en réalité déjà, puisqu'il s'imposait de façon très large. En revanche, l'avancée qu'il y a dans le texte, c'est que sur ces 5 secrets, dès lors qu'une dérogation est prévue par la loi, comme il y en a déjà certaines, comme il y en aura immanquablement d'autres dans les années à venir, le secret défense, on s'interroge sur quand on est dans le domaine commercial, dans l'arme, je ne sais pas si c'est le secret défense ou pas, etc. Donc tous ces secrets-là, dès lors qu'il y aura dérogation à ce secret dans le droit, alors ils seront de facto ouverts au lanceur d'alerte. Je pense que c'est l'approche la plus pertinente. C'est celle que j'ai choisie. Pourquoi? Parce que, d'une part, s'attaquer nous-mêmes au travers de PPL à tel type de droit en disant le droit de défense, il faut défense nationale, il faut enlever tel sujet, ce serait bien sûr disproportionné, ce ne serait pas opérant. À chaque fois qu'on prévoit dans la loi une dérogation à un secret, c'est avec des mois d'audition, de réflexion, de travail, etc. Comme ça a été le cas notamment du secret médical pour la protection des enfants. Mais pour moi, en aucun cas, les deux secrets supplémentaires qui ont été rajoutés, qui sont dans la directive certes, mais ne constituent une régression. Sur quoi j'étais étonné par les analyses juridiques sur le sujet. Je voudrais aussi rajouter le fait que, pour en avoir échangé avec des députés de tous bords politiques, je pense qu'il y a un consensus sur le fait qu'on ne veut pas considérer que le secret de la déclaration, par exemple, puisse être exclu de cette logique-là. En fait, de facto, il ne l'est pas. De notre avis, il ne l'est pas. Même s'il n'est pas explicitement listé dans les secrets qui ne font pas l'objet de représailles.
Donc pour nous, il n'y a pas de régression au sens juridique du terme. Je ne parle pas, évidemment, on se dit il y en avait 5, il y en a 3, donc il y en avait 3, il y en a 5, donc c'est une régression. En fait, je pense que ça n'est pas juridiquement, en tout cas, c'est des études que j'ai lues. En revanche, je trouverais fort, comme je le disais, sur une dérogation qui n'existait pas dans certains cas. Bon, il y a énormément de choses importantes que vous avez dites qu'on va regarder sur les facilitateurs, sur. Alors, je ne suis pas en faveur du statut a priori, je suis très en défaveur de ça. Je pense que ça ne sera pas opérant. Parce que il y a un fait établi qui est l'élection pour un représentant personnel et qui donne un statut de salarié protégé qui fait qu'on ne peut pas virer, sauf à aller d'abord à l'inspection du travail, ça. C'est très factuel, très cadré, vous ne plaît pas si on réussit une élection qui nous donne un statut indiscutable. Pour nous, le défenseur des droits n'aura pas un statut qui s'imposera au juge. Il ne déclarera pas un statut qui s'imposera au juge. Bien sûr, il déclarera la définition des travaux du juge. Mais l'autre alternative aurait pu être d'avoir des juges qui statuent sur l'équivalent du statut de salarié protégé de façon très ferme, ce qui aurait impliqué un droit de recours, une possibilité de recours et toute une jurisprudence sur le statut a priori. Ce n'est pas le choix qu'on a fait. Mais j'attire votre attention sur autre chose. C'est que ma loi n'a de sens que dès lors qu'il y a représailles. Dès lors qu'il y a une complexité, dès lors qu'on doit le protéger. Elle n'a pas de sens a priori. Un lanceur d'alerte qui lance son alerte, qui n'a pas de représailles, n'utilisera pas les protections liées au lanceur d'alerte. Il n'utilisera pas, il ne sera pas attaqué en justice, donc il n'utilisera pas la possibilité d'avoir l'attaque portée sur la défense, etc. Il n'est pas licencié, placardisé, etc. Il n'aura pas à utiliser les logiques de sanction et de représailles. Donc, pour moi, la protection a un sens dès lors qu'il y a représailles de sanction. La protection n'est pas un bouclier a priori, mais c'est bien une limitation des sanctions. Alors, je comprends l'autre approche, aurait été tout à fait possible, de dire vous avez une espèce de statut qui serait il faudrait qu'il évolue au fil du temps, parce que finalement, si l'alerte n'est pas pertinente, on découvre que, alors on retire le statut, qu'est-ce que ça fait sur le droit de nouvelles procédures. Enfin, on a choisi la solution en dialogue d'ailleurs avec les défenseurs des droits qui me paraît la plus pertinente, c'est-à-dire on éclaire la décision du juge avec un statut de lanceur d'alerte qui peut être indiqué par le défenseur des droits, mais qui n'est pas opposable en droit à un juge. Et c'est bien le juge qui a dernier mot. Encore une fois, on a posé le pour et le contre, mais on pense qu'il serait pas viable, en fait, pas opérant, de dire qu'on a un statut juridique de lanceur d'alerte qui est le bouclier qui peut évoluer au fil du temps, puisque le juge qui a le dernier mot ne pourra pas traiter au fond. Et on risquerait d'être dans la situation absurde d'aujourd'hui, où pour pouvoir trancher, il faut l'ensemble des éléments. Donc il faut 2 ans, 3 ans. Vous voyez, pour pouvoir dire, bah oui, vous êtes lanceur d'alerte. Parce que le juge ne va pas lui mettre un couteau sur la gorge en disant, tu dois statuer au fond tout de suite. Et donc pour nous, c'est la solution la plus habile qu'on a prise, la plus agile aussi, et qui, évidemment, éclairera la décision du juge, qui, évidemment, ouvre la possibilité de tous les droits, et notamment sur les provisions sur tous ces sujets-là, qui, évidemment, freine les sanctions, parce qu'on a bien compte que si une personne, effectivement, est reconnue comme un lanceur d'alerte et a pu saisir le défenseur des droits en amont, qui a bien étudié le dossier, qui dit bah, oui, ça reste une alerte, on est sans faire la justice, etc. Maintenant, c'est une représailles contre lui, ça reste pénal. Donc, du coup, c'est de facto une protection qui n'est pas opposable au juge, qui ne s'impose pas au juge, mais qui, évidemment, éclaire sa décision à chaque étape, et puis freine les représailles qui relèvent du pénal. On va s'y prendre en tout cas, il y a un effet dissuasif qui nous semble important. Il y a des points importants que vous soulevez sur pas le secret des sources, donc nous, effectivement, vous l'avez dit, je n'adhère pas, mais effectivement, sur le portage, le portage d'anonymat, c'était mentionné à plusieurs reprises, y compris d'ailleurs par les représentants des entreprises.
Donc, on va étudier le sujet sur la minima et du coup, le portage ou pas. Effectivement, on pénalise la divulgation de l'identité. Pour autant, est-ce qu'il faut une place particulière sur la minima? Je ne sais pas, en tout cas, c'est une idée intéressante. Voilà, sur les consultations, nous ne souhaitons pas de négociation d'accord. Je pense que le bon équilibre entre ceux qui voudraient une simple information et ceux qui voudraient un accord du forme, je pense que la négociation d'avis, la demande d'avis, me semble être une juste ligne de crête. Et puis, peut-être encore une réaction, même si on a montré l'ensemble du travail, attention. Le référent alerte, c'est compliqué de voir en quoi un référent alerte désigné par une chef d'entreprise pourrait bénéficier d'une protection ou efficace à la protégée. Comment c'est je ne sais pas ce que vous aviez à l'esprit, parce que c'est vrai qu'il est intéressant de protéger, dans la protection des référents alerte qui ont été désignés dans le cadre interne par l'entreprise, c'est ça ou ce serait... Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, dans la pratique, on a eu des témoignages comme quoi des référents pouvaient sentir une forme de pression et se sentir être en difficulté face à des alertes. Et du coup, ça peut nuire au traitement des alertes dans des délais plus restreints ou en tout cas pour proposer des mesures je sais pas, plus protectrices ou plus proactives vis-à-vis des alertes. Donc, c'est en ce sens. Mais juste, si je peux me permettre de revenir sur le. J'entends que vous êtes défavorable évidemment au statut de protecteur a priori pour les lanceurs d'alerte. Mais du coup, à notre sens, si je peux me permettre, ça veut dire que la protection, en fait, c'est plutôt de la réparation, plutôt dans un système réparateur où effectivement on va donner. Dissuasif aussi. Oui, évidemment. Quand on essaie du pénal pour aller pour faire une cause de reste, c'est dissuasif. Évidemment, mais la réalité est que déjà il y a un délai qui va s'écouler, durant lequel la personne va être exposée à des représailles. Alors, effectivement, aujourd'hui, par le biais de référé prud'homal il existait, vous avez rappelé effectivement dans le cadre de la PPL que le référé liberté, par exemple, était une des mesures ouvertes aux lanceurs d'alerte. Alors en soi, elle était déjà ouverte, même le référé les suspensions est aussi ouvert. Mais c'est vrai que pour des personnes qui ne connaissent pas leurs droits, le fait de s'inscrire, ça peut aussi montrer qu'il y a une égalité en droit sur les procédures ouvertes, pour des gens qui ne connaissent pas les mesures, les procédures d'urgence. Mais c'est vrai que, on entend ce que vous dites, mais à notre sens, vraiment, et on le voit dans la pratique, c'est des formes de réparation, mais on ne peut pas, ça nous donne l'impression qu'il n'y a pas vraiment de protection parce que du coup, ça intervient soit trop tardivement, soit de façon nuancée, mais de toute façon, les relations sont tellement tendues et ça a été déjà trop loin en termes de représailles jusqu'à un licenciement qu'on ne peut plus revenir en arrière, si vous voulez. Et du coup, en ce sens, seule une forme de statut protecteur a priori permettrait véritablement de donner du sens à l'aspect de protection, parce que quand on est sur la protection en termes réparatifs, même si j'entends c'est très bien sur l'aspect pénal, et concrètement, en tout cas, c'est trop limité au sens de la mise en œuvre. Il y a l'immédiateté de la réponse, parce qu'on a quand même cette idée sur laquelle une décision prise, une représailles prise et en plus, le caractère dissuasif du caractère pénal d'enclencher son action. Je comprends ce que vous dites, je comprends. On a regardé le sujet, je pense que ce n'est pas opérant, et je pense que dire, dès lors que je serai lanceur d'alerte, je disposerai une espèce de bouclier absolu sur tout n'est pas possible, et lui donner les droits d'un salarié protégé me semble problématique. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que les syndicats soient d'accord qu'il y ait une forme de protection. Je comprends qu'on généralise la protection. Je sais quand même pas un peu. Il faut comprendre qu'à un moment, le personnel, c'est ça qui lui donne son statut particulier. Là, il faudrait une décision d'un juge qui établisse pour une durée fixée, qui revoit régulièrement cette décision. En même temps, comment vous voyez, c'est très très différent d'un salarié protégé qui est élu pour 3 ans
Non, on ferait quoi? Au bout de 7 jours, on ira voir un juge, il dira bah oui, ça ressemble à une alerte. Donc, on va attendre le 3 mois de traitement. Donc, je vais mettre 3 mois à bouclier. Et puis, on se revoit dans 3 mois. Puis, 3 mois après, il regarde. Vous voyez, on serait dans une logique qui, pour moi, pose question. Si finalement, il est avéré que ce n'est pas un lanceur d'alerte, il faut le supprimer, mais alors, il faut le supprimer tout de suite. Enfin, on est vraiment sur un dispositif qui, pour moi, ne sera pas opérant, ne fonctionnera pas. C'est simplement qu'il y a par exemple des protections pour les femmes enceintes qui Oui. se suspendent leur contrat de travail à l'intérieur de grossesse, ou par exemple pour les personnes victimes d'accidents, elles ne peuvent pas avoir leur contrat suspendu. Donc on peut imaginer qu'il puisse y avoir quand même des protections a priori, pas forcément directement le statut de salarié protégé. Par ailleurs, ça pourrait être par le biais du défenseur des droits que ce droit, ce ticket soit provisoirement accordé, et ça pourrait être sur les mesures les plus attentatoires, par exemple un licenciement, enfin des mesures très concrètes dans la pratique qui se traduisent par une modification de l'ordonnancement juridique pour la personne et de ses droits. Enfin, ça pourrait voyez, être limité à des cas très précis, mais en tout cas, à notre sens, c'est vraiment une mesure forte, importante, portée par des lanceurs d'alerte, portée par les associations, les organisations qui travaillent avec non, je comprends. Je pense qu'elle est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Pour l'exemple, Alexandre Louis faisait l'écho justement des salariés protégés, des femmes enceintes, enfin, des cas très précis qui ont un fait générateur très précis. Mais encore une fois, là, une alerte, elle vit. Le lanceur d'alerte peut avoir un statut, entre guillemets, à un moment et pas à un autre. Donc, enfin, il faut être conscient de tout ce que ça signifierait. Alors après, il y aura un problème de constitutionnalité évident, de défenseur des droits. On ne peut pas imposer un statut qui s'imposerait à tous. Ce n'est pas possible. Il faudrait changer la Constitution. Et je vous rappelle qu'il ne peut traiter du défenseur des droits, ne peut traiter du cas de lanceur d'alerte que motif qu'il a un caractère discriminatoire. Mais en aucun cas, il ne pourrait publier une décision qui s'imposerait en droit. Par exemple, donner l'ordre à telle ou telle autorité de traiter, enfin, c'est un peu complexe, désolant, mais on a un cadre extrêmement strict. Donc, ça ne pourrait pas être le défenseur des droits. Donc, il faudrait que ce soit un juge. Mais un juge qui, au fil de l'eau, réévalue cette décision. Oui, vous n'avez pas un fait générateur avec un début différent. Enfin, donc, on n'a pas de solution vraiment pour ça. Et je pense que ce serait, parce qu'à chaque étape, il faudra un recours aussi. Chaque étape, il faudra un recours. Il faudrait que l'entreprise puisse attaquer la décision du juge pour dire mais vous avez poursuivi, prolongé son statut de lanceur d'alerte, moi je l'attaque parce que. Enfin, et puis un recours. Enfin, oui, on est vraiment sur une machine judiciaire qui, à mon avis, devient inopérante. Inopérante parce qu'on n'est pas ni dans le cadre d'un mandat limité, ni dans le cadre d'une femme enceinte qui, du coup, doit être protégée avec des éléments extrêmement factuels. Donc voilà, on a bien réfléchi au sujet, nous on ne voit pas de solution opérante, et judiciariser avec une décision de statut judiciaire n'est pas possible par le défenseur des droits, donc on reviendrait sur des juges qui seraient dans une logique de décision pour une durée forcément courte, puisque en toutes les échéances, qui va s'opposer à le sujet du traitement au fond et qui va engendrer à chacune de ces décisions un recours par l'entreprise possible ou par un tiers possible, par sur d'alerte possible d'ailleurs, et extrêmement judiciarisé le sujet. On pense que ce n'est pas une solution opérante. D'ailleurs, on n'a pas vu d'équivalent au monde de solutions qui sont opérantes sur ça. Peut-être manque de vigilance. Là, j'aimerais vu une solution qui soit une décision judiciaire, c'est ce bouclier a priori. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, je comprends votre point, il est tout à fait pertinent. À mon sens, ce n'est pas la solution. C'est pas celle que j'ai. Voilà, en tout cas, merci pour vos conclusions très rapides, parce qu'on a un défenseur de droit qui arrive. Vous en verrez Oui, n'hésitez pas. On n'a pas peut-être une interprétation sur les questions constitutionnelles, mais je pense qu'on pourra vous envoyer un petit mot là-dessus. Avec un certain nombre de professeurs.
Autrement, parce qu'en réalité, nous, ce qu'on ne propose pas du tout que l'instance s'arrête, on propose simplement que la procédure soit accélérée, qu'on puisse examiner. En fait, ce sera quelque chose qui est entre le référé et le fond, mais en tout cas, on vous enverra des éléments qui en ce sens. D'accord, volontiers, non, mais je vais lire avec attention. Hein, vos contributions sont très, très pertinentes. Je sais pas, donc je vais lire avec attention. Et voilà, merci beaucoup de nous avoir reçus. Non, c'est moi qui vous remercie et vous remercie aussi pour votre contribution tout au long du processus. Ça fait 3 ans qu'on dialogue sous une forme ou sous une autre. Évidemment, on pose des mots qui figurent dans la proposition, ça alimente des réflexions, des échanges. Donc, on se remercie de ça. Merci, au revoir. Merci.